Alors maintenant, l'authentification. Alors je reviens au problème d'authentification, d'abord basé sur les sessions et les cookies. Et après, on va voir le cas de JSON Web Token qui nous intéresse. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas où vous avez une application qui nécessite de saisir un username, un mot de passe, et après vous avez des rôles qui spécifient les droits d'accès. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que le client, généralement, bien sûr, après la connexion, toujours, parce qu'on ne peut rien faire sans connexion, n'est-ce pas? Alors, par la suite, cette connexion, on ne la montre plus. D'ailleurs, on spécifie directement requête HTTP. Mais implicitement, pour chaque requête HTTP, il faut utiliser une connexion. Donc, après avoir se connecter, après, par exemple, quand vous cliquez sur le bouton, vous avez saisi votre username et votre mot de passe, vous cliquez sur le bouton OK. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a la connexion vers le serveur et après, on envoie une requête avec POST. Et on spécifie vers quelle ressource, login par exemple, et après, on spécifie username égal et password égal. Alors ici, c'est pas bien, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez POST, c'est pas ici où on envoie les données, on vient de le voir tout à l'heure. Les données username et le mot de passe sont envoyés dans le corps de la requête, n'est-ce pas? Alors ça, c'est à corriger. Alors qu'est-ce qu'il fait généralement le serveur? L'application, il reçoit username et le mot de passe quelque part dans votre servlet ou bien dans votre service REST ou peut-être c'est Spring Security qui le fait, le framework qui fait ce travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lire username et le mot de passe. Généralement, il a besoin d'envoyer une requête vers la base de données de l'application pour savoir si l'utilisateur existe ou non. Et si l'utilisateur existe, généralement, il va envoyer une autre requête pour récupérer les rôles de cet utilisateur. Souvent, il y a deux requêtes qui sont exécutées. La première, c'est select étoile from users where username égal. Pour d'abord savoir si l'utilisateur existe. S'il existe, il compare le mot de passe saisi avec le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Souvent, le mot de passe qui est enregistré dans la base de données, il est encodé avec une fonction comme MD5 ou bcrypt, etc. Donc, ça veut dire que souvent, côté serveur, quand je reçois le mot de passe, le mot de passe que je reçois, il faut également l'encoder, il faut le chiffrer avec la même fonction qui est utilisée pour stocker le mot de passe dans la base de données et comparer les mots de passe. Si l'utilisateur et le mot de passe sont corrects, généralement on envoie également une autre requête pour récupérer les rôles de cet utilisateur. Et après, une fois que j'ai les rôles de cet utilisateur, est-ce que c'est un admin, est-ce que, etc., on va charger, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le serveur, il va créer une session. Dans la RAM, dans la mémoire du serveur, on va réserver un espace mémoire réservé pour ce client. C'est tout simplement, c'est ce que nous appelons une session. Alors, dans la RAM du serveur, vous avez une session. Chaque session, il va lui générer un identifiant, session ID aléatoirement. Généralement, il y a il y a des générateurs des identifiants qui sont utilisés pour générer les identifiants. Et dans la session de l'utilisateur, dans la session de l'utilisateur, je vais stocker des informations sur l'utilisateur. Donc, je vais dire ça, c'est username, c'est ça. Le mot de passe, généralement, on ne le stocke pas, ça n'a pas d'utilité. Mais surtout, on va stocker le rôle. Comme quoi, cet utilisateur, c'est un administrateur, ou c'est un user, ou c'est un étudiant, ou c'est scolarité, etc. Alors, une fois que cette session est stockée au niveau du serveur, créée au niveau du serveur, qu'est-ce qu'il fait maintenant le serveur? Il envoie une réponse HTTP vers le client, mais dans la réponse HTTP, il y a 200 OK, parce que tout s'est bien passé, mais en même temps, il y a une en-tête 7 cookies, dans laquelle vous avez un cookie session ID égale à 12. Pourquoi? Parce que ici, donc, le session ID de cet utilisateur, c'est 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serveur, il est en train de dire au client, ce cookie-là, cette information, tu dois l'enregistrer, tu vas l'enregistrer dans tes cookies.
Ça veut dire que le navigateur, il va accéder aux cookies, c'est-à-dire dans des fichiers hein, qui sont... En fait, les navigateurs, ils savent où est-ce qu'ils doivent enregistrer généralement les cookies. Il va enregistrer donc le cookie session ID égale à 12. Et du coup donc, alors bien sûr si les navigateurs n'acceptent pas les cookies, n'est-ce pas? Alors souvent vous trouvez un message comme quoi, voilà, ce site utilise les cookies, il faut les accepter. Mais en tout cas, d'une manière générale, si les navigateurs n'acceptent pas les cookies, cette information-là, il est envoyé où? Il est envoyé dans les entêtes. C'est-à-dire, il est envoyé, si vous voulez, il est gardé au niveau de l'URL. Souvent, quand vous allez vous authentifier, vous allez voir dans votre URL, machin, point d'interrogation, tact, machin, session ID égale. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le session ID, il est conservé dans l'URL, il y a des cas rares qu'il utilise, si par exemple, on ne veut pas passer par les cookies. Alors, en tout cas, donc j'envoie, souvent, c'est ce qui se passe, c'est que j'envoie la réponse et je demande au client, ce session ID, tu dois l'enregistrer dans les cookies. Alors pourquoi? Parce que maintenant, une fois qu'il reçoit la réponse, il y a une déconnexion. Ça veut dire que la connexion qui a été créée au moment de l'utilisation est fermée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lien entre ce client et ce serveur. Physiquement, il n'y a plus de lien, la connexion est fermée. Mais si le navigateur va envoyer une nouvelle requête vers le serveur pour demander par exemple une autre ressource, etc., le serveur il a besoin de savoir si cette requête provient bien de ce client. Comment? Alors bien sûr, s'il y a une nouvelle connexion, ça veut dire que logiquement, ça peut être une autre adresse IP, ça peut être... Si vous avez une connexion d'un opérateur télécom dont l'adresse IP change, c'est dynamique, c'est-à-dire à un moment donné, votre routeur il change d'adresse IP. Parfois vous n'avez pas une adresse IP fixe. Donc du coup, ça change. Donc du coup, je peux envoyer une requête avec une adresse IP et la deuxième, je l'envoie avec une autre adresse IP. Ça veut dire que pour lui c'est une autre. Donc le fait que autre chose, c'est que vous êtes dans un cyber, ou je ne sais pas, dans une école, tout le monde se connecte avec des adresses privées, mais vos requêtes, toutes les requêtes sont envoyées avec l'adresse publique. C'est-à-dire que toutes les requêtes qui sortent de cet établissement, ils utilisent la même adresse IP. Donc, on ne peut pas se baser sur l'adresse IP pour dire que ça provient de ce client, parce que l'adresse IP dont on parle ici, c'est des adresses IP publiques. Mais les adresses privées, on ne les voit pas nulle part. Il n'y a que le routeur qui sait ces adresses IP privées. Donc, et du coup, à chaque fois que je veux envoyer une nouvelle requête, après la connexion, j'envoie une requête. Par exemple, post save. Je veux enregistrer des informations. Mais quand j'envoie save, du moment que j'ai des cookies pour ce domaine, tout simplement, ils sont automatiquement envoyés sous forme de cookie de point session ID égale à 12. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, le serveur? Il va vérifier dans les sessions, est-ce qu'il y a une session dont le ID égale à 12. Alors si c'est le cas, tout simplement, il va autoriser selon le rôle admin. Est-ce qu'avec le rôle admin, est-ce qu'il a le droit d'accéder à save? Oui, dans l'application, quelque part, il faut le dire. Et après, l'opération s'exécute. Quand l'opération s'exécute, à nouveau, donc, OK, de son OK, et après, la même chose, fermer la connexion. Et je peux toujours envoyer des requêtes, etc., etc. Alors, ici, donc, quand on travaille comme ça, les applications web, depuis longtemps, ont fonctionné comme ça, la majorité des cas. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, une chose, c'est que il y a des choses quand même qu'il faut connaître au niveau du session et des cookies. C'est que, premièrement, si, par exemple, en fait, les sessions ont un time-out. Si, par exemple, par défaut, par exemple, si je suppose qu'une session, le time-out, c'est 20 minutes, ça signifie que quand je reçois une réponse, si pendant 20 minutes, plus de 20 minutes, je n'envoie aucune requête,
Si par exemple pour cette session numéro 12, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Si il n'y a aucune requête qui a été envoyée pendant l'intervalle de 20 minutes, plus de 20 minutes, il n'y a aucune requête qui utilise session ID égale à 12, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il ferme la session. Donc la session, c'est-à-dire il va la détruire. Et du coup, donc si vous venez après 20 minutes, vous envoyez votre requête, votre session n'existe plus. Généralement, il vous redirige vers un nouveau, il faut s'authentifier à nouveau. Et vous allez saisir votre username et votre mot de passe. OK? À moins si, dans les cookies, vous avez également enregistré votre username et votre mot de passe. C'est-à-dire que vos usernames et votre mot de passe sont retenus dans les cookies. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand même 20 minutes passées, votre session est fermée. Logiquement, si vous avez gardé des données dans la session, généralement, ils vont disparaître. Vous envoyez votre requête, même si votre session est fermée, mais quand vous envoyez votre requête, vous envoyez le session ID, l'ancien, vous ne savez pas encore qu'il a expiré, mais également vous envoyez votre username, votre mot de passe. Et dans ce cas-là, quand il voit la session n'existe pas, il voit que votre application, il reçoit username et mot de passe, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore vers la base de données, vérifier si c'est le cas, etc. Donc il va vous authentifier, automatiquement, il vous permet d'exécuter l'opération. Alors souvent, et dans ce cas-là, même si, c'est-à-dire, si vous restez plus longtemps sans se connecter, ben vous n'avez pas besoin de saisir votre username et votre mot de passe. Pourquoi? Parce que ces informations sont enregistrées quelque part, soit dans on va voir, soit le local storage ou bien dans les fichiers, dans les cookies. C'est clair? Vous avez mal à la tête? Hein? Bien. Alors maintenant, ça on le sait, jusqu'à là il n'y a rien de nouveau. Maintenant, avec ce système d'authentification comme ça, ça laisse de la place à beaucoup de failles de sécurité. Alors, parmi les failles les plus connues, donc il y en a beaucoup, dans les failles de sécurité, parmi les failles les plus généralement que vous devrez connaître, les premières failles, d'abord il y a le type d'attaque. Il y a un type d'attaque qui s'appelle Cross-Site Request Forgery, CSRF. Il faut comprendre ce que c'est. En fait, Cross-Site Request Forgery, donc en sécurité informatique, CSRF, ça veut dire quoi? C'est un type de vulnérabilité qui concerne les services d'authentification web. Ça veut dire quoi? L'objet de cette attaque, c'est de transmettre à un utilisateur qui est authentifié. Ça veut dire qu'il y a déjà un utilisateur quelque part qui s'est connecté déjà à une machine avec son username et ce mot de passe. Ça veut dire que dans sa machine, il dispose des cookies qui contiennent le session ID. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une requête qui sort de sa machine vers le serveur il va l'accepter. Parce que pour lui, il est déjà authentifié. Alors, l'objet de cette attaque, c'est de transmettre. Moi, je suis un attaquant, je suis un pirate. Vous êtes connecté avec votre username et votre mot de passe à une application. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous transmettre, je vais vous envoyer par email, par exemple, ou bien à travers une application. Je vous envoie un email dans lequel je vais vous mettre un lien hypertexte, dans lequel je vous demande cliquez sur ce lien pour découvrir le cadeau que vous venez de gagner. Vous venez de gagner un cadeau, si vous voulez découvrir ce cadeau. Pour vous, vous avez gagné beaucoup d'argent d'après le message. Alors, si vous ne prenez pas le temps de bien réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur le lien. Or, quand vous cliquez sur le lien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le lien, derrière, il y a des codes JavaScript. Derrière, il y a en fait des codes JavaScript qui va envoyer une requête HTTP de votre machine
vers le serveur dans lequel vous êtes déjà authentifié. Imaginez qu'il y a un formulaire caché qui contient des données. Quand vous cliquez sur le lien, vous envoyez la requête vers le serveur. Donc, qu'est-ce que vous venez de faire? Donc, vous avez envoyé une requête de votre machine vers le serveur, par exemple, pour demander de supprimer un fichier ou bien de modifier, ou je sais pas, de faire des choses un peu que je veux, moi, en tant qu'attaquant. Je voudrais vous forcer à supprimer un article de ce site. Vous avez le droit de supprimer des articles. Vous êtes authentifié. Donc logiquement, si vous envoyez une requête vers une action supprimer, machin, avec des données précises, et si vous êtes authentifié, vous pouvez supprimer. Et bien, tout simplement, c'est ce qu'on va faire. C'est que je vous laisse, une fois que vous êtes authentifié, je vous envoie ce lien. Quand vous cliquez sur ce lien-là, il va envoyer une requête vers le serveur pour lui demander de supprimer. Vous, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous cliquez sur le lien, donc vous avez supprimé un article sans le savoir. Donc moi, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous forcer à exécuter une opération dans un site qui est vulnérable, parce que le site est vulnérable, parce qu'il n'a pas privé ce type d'attaque, sans que vous le sachiez. Alors ce type d'attaque, ça s'appelle, il a un nom, Cross-Site Request Forgery. Donc je reprends. Donc l'objet de cette attaque, c'est quoi? C'est de transmettre à un utilisateur authentifié une requête HTTP falsifiée qui pointe vers une action interne du site. C'est-à-dire, je vous envoie un lien qui pointe, qui envoie une requête vers le site dans lequel vous êtes authentifié. Bien sûr, l'objectif, c'est qu'il exécute cette action sans en savoir conscience, bien sûr, mais en utilisant ses propres doigts. Lui, il est administrateur, il vient de supprimer un article sans qu'il le sache. Alors pourquoi? Parce que de toute façon, pour le serveur, lui, il se base sur une seule chose pour savoir est-ce que, à chaque fois qu'il y a une requête qui vient de votre machine, la seule chose qu'il vérifie, c'est est-ce qu'il y a votre session ID. Or, est-ce que vous avez envoyé la requête à partir de la page du site, ou bien vous avez cliqué sur un lien d'une autre page? Ça, s'il ne le vérifie pas, c'est mort. Alors l'utilisateur donc devient complice. Alors finalement, c'est qui le complice? Quand on cherche dans le journal, c'est qui a supprimé cet article? C'est pas moi. C'est toi. C'est toi le complice. Donc je viens de t'utiliser, toi. Tu as des droits, je t'ai utilisé en tant que complice faire de l'action. Mais en réalité, toi, tu es pour rien. Pourquoi? Parce que le développeur du site qui a laissé cette faille. Alors après, on va voir c'est quoi la solution qu'il faut mettre en place. Donc, alors, l'attaque étant donc actionnée par l'utilisateur, bon, bien sûr, un grand nombre de systèmes d'authentification sont contournés comme ça. Alors, l'exemple. Si vous voulez un petit exemple sympathique, c'est comme ça. Alors, Yassine possède un compte bancaire d'une banque qui lui donne, entre autres, la possibilité d'effectuer en ligne des virements de son compte vers d'autres comptes. Imaginez que vous avez une banque dans laquelle vous pouvez accéder à l'application, maintenant il y en a beaucoup comme ça, dans laquelle vous accédez à l'application, vous êtes authentifié, vous dites je veux effectuer un virement de mon compte vers un compte de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de le faire, c'est à vous transférer de l'argent de votre compte vers un autre compte. L'application de la banque utilise le système d'authentification basé uniquement sur les sessions et les cookies. C'est-à-dire que le même principe qu'on vient de voir, les cookies sessions, c'est-à-dire le session ID est enregistré dans les cookies. Sana possède également un compte dans la même banque. Sana, c'est le pirate. C'est la victime, si vous voulez. Sana. Je dis le pirate, la pirate. Enfin, inversé. Yassine, c'est le pirate, Sana, c'est la victime. Mais Sana ni Yassine ne sont pas
complice. Alors, en tout cas, donc, dans mon exemple, je suppose que Yacine va être la victime et que Sana, c'est la pirate. Donc, Sana possède également un compte dans la même banque. Il connaît facilement, donc, comme il accède à la banque, il va vers le formulaire, je m'authentifie, il accède au formulaire de virement, il affiche le code source, n'est-ce pas? Donc, il peut connaître facilement le formulaire d'authentification, quelles sont les données qu'il faut saisir, quel type de requête qu'il faut envoyer, ou je poste, ou là, etc. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il connaît facilement la structure du formulaire qui permet d'effectuer le virement. Du moment que je connais la structure, qu'est-ce que je vais faire? Sana, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à Yacine un email contenant un message présentant un lien hypertexte ou une image, demandant à Yacine de cliquer sur ce lien pour découvrir son cadeau d'anniversaire. Alors, ce message, qu'est-ce qu'il contient? Il contient également un formulaire invisible. Il y a des champs de type hidden permettant de soumettre des données pour effectuer un virement. Ça veut dire finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des champs de type hidden dans lequel il y a, par exemple, un champ, le numéro de compte. Parce que quand vous effectuez un virement vers un compte, alors forcément, le numéro du compte de qui? Du Yacine, vers quel compte? Vers mon compte de Sana. C'est-à-dire, je suis en train de demander à ce lien d'effectuer un virement du compte de Yacine vers mon compte, avec un montant, une grande somme. Généralement, on n'essaie jamais avec, les pirates n'essaient jamais avec des grandes sommes, ils essaient toujours avec des petites sommes. Si ça passe avec des petites sommes, parce que là, il y a le risque que Yacine n'a pas assez d'argent dans son compte, et dans ce cas-là, ça ne va pas marcher. Donc, on essaiera avec une somme. Donc, ce lien-là, derrière ce lien, il y a un formulaire invisible qui permet d'effectuer un virement du compte de Yacine vers le compte de Sana. Alors, ce champ caché, ce formulaire masqué, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le montant du virement à effectuer vers, et après, il y a le numéro du compte de Sana. Alors, au moment où Yacine donc reçoit le message, la session de son compte, par malchance, il vient de consulter, parce que la session, parfois, il n'expire pas. C'est pour cela que les banques, généralement, le time out d'expiration de la session, il est réduit. Parce que là, il y a des choses dans ce sens-là, mais en tout cas, il y a d'autres solutions envisageables. Donc, au moment où Yacine donc reçoit le message, la session de son compte, il est ouverte. Donc, son session ID est bien présent dans les cookies. En cliquant sur le lien de l'email, Yacine vient de faire quoi? Vient d'effectuer un virement de son compte vers celui de Sana. Donc, là, c'est très grave, parce que là, je viens de te voler de l'argent. Avec un lien, on vient de voler de l'argent à quelqu'un. Alors, moi, je dis ici, donc ça, c'est juste un lien. Mais ça peut être un virus ou là un spam ou là, enfin un spam, c'est un cheval de Troie ou là des trucs comme ça. Bon, en tout cas, l'idée, il faut la comprendre, mais après, il y a plusieurs manières de forcer. L'idée, c'est de forcer en quelque sorte la victime qui, Yacine, a effectué des opérations. Donc, il vient d'effectuer un virement de son compte vers celui de Sana, sans qu'il le sache. En effet, donc, en cliquant sur le lien, les données du formulaire caché sont envoyées au bon script côté serveur, c'est-à-dire à la bonne route côté serveur. Et comme les cookies sont systématiquement envoyés vers le même nom de domaine, le serveur autorise cette opération car, pour lui, c'est une requête qui vient d'un utilisateur qui est bien authentifié et sa session est valide. Maintenant, bon, ça c'est le type d'attaque qui est pratiquement présent dans toutes les applications que vous développez généralement quand vous faites l'authentification. Première question, c'est SRF. Est-ce que mon application, est-ce que cette faille est présente? Alors maintenant, quelles sont les solutions généralement qui sont connues
La plus connue, c'est en fait, quand vous dites CSRF, automatiquement la solution la plus évidente et la plus sûre, c'est utiliser ce qu'on appelle des jetons de validité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un CSRF Synchronizer Token. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que faire en sorte dans l'application, c'est-à-dire les gens qui développent les applications web, ils doivent faire en sorte qu'un formulaire posté, c'est-à-dire dans lequel on saisit les données, ne soit accepté que s'il a été produit quelques minutes auparavant par le serveur lui-même. Et si le jeton de validité, c'est-à-dire ce synchronizer token, qui en sera la preuve. Alors, autrement dit, le principe c'est très simple. Alors, quand vous êtes dans le formulaire virement, moi, en tant qu'application qui permet d'effectuer les virements, quand vous me demandez d'effectuer des virements, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier d'abord si vous êtes authentifié, ça c'est la première, c'est évident. Mais en même temps, quand vous m'envoyez le formulaire, je vais vérifier dans le formulaire que vous avez envoyé, est-ce qu'il contient un token, si vous voulez, un jeton CSRF token que je viens de vous envoyer il y a 5 minutes. Alors, autrement dit, le formulaire, quand vous voulez effectuer un virement, vous allez me demander le formulaire. Et quand vous me demandez le formulaire de virement, pour saisir les données des virements, qu'est-ce que je vous envoie dans le formulaire? Je vous envoie un formulaire qui contient le numéro de compte, destination, il contient le montant de l'opération et tout, mais je vous envoie un champ hidden dans le formulaire caché, dans lequel je vais générer un token, je vais générer une clé, hein, un jeton. Ou avec le numéro de jeton, je le mets dans le champ caché, je vous le donne. Et ce numéro de token, je le place également dans la session de l'utilisateur. Vous voyez, donc vous avez envoyé une requête pour demander le formulaire de virement. Moi, ce que je fais quand je vous envoie le formulaire ici, je vous envoie un formulaire qui contient le numéro de compte, destination, le montant de l'opération, mais en même temps, je vais générer un token, une clé que je vais placer dans votre session, le CSRF token. Et je vous l'envoie dans le formulaire sous forme d'un champ caché. Et du coup, donc, quand vous allez me dire, avec une autre requête, par exemple, effectuer le virement, enregistrer, effectuer un virement, vous allez envoyer les données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire les données, je vais vérifier d'abord si vous êtes authentifié, c'est bien. D'accord? Et je vais vérifier si le formulaire que vous m'avez envoyé contient le même token que j'ai déjà enregistré dans votre session. Si il contient ce token, je vais le vérifier. Si c'est le même, là, je suis sûr que la requête provient du même formulaire que je viens de vous envoyer tout à l'heure, il y a quelques minutes auparavant. Et là, on va régler le problème de ce type d'attaque. Alors, ça veut dire que même si maintenant, Sana va m'envoyer ce mail qui contient « cliquer pour atteindre », je clique, j'envoie les données vers le serveur, mais quand j'envoie les données avec mon lien, ben, tout simplement, il va vérifier dans la requête qui est envoyée, est-ce qu'il contient ce token? C'est impossible que Sana puisse savoir la valeur des tokens qu'il doit envoyer pour effectuer cette opération. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce token-là, il est généré quand est-ce? Quand vous envoyez une requête, quand le serveur vous donne une réponse, il vous envoie toujours un token. CSRF token, si vous voulez, synchronizer token. Et quand je vous l'envoie, je le place dans la session. Et je peux lui donner une durée de vie. Alors, quand vous m'envoyez une opération, la prochaine requête que vous allez m'envoyer, quand vous m'envoyez une requête, cette requête-là, s'il ne contient pas le token que je viens de vous envoyer tout à l'heure, donc pour moi, ça veut dire que c'est une attaque. Donc, je ne dois pas l'accepter. Alors, comme ça, vous pouvez protéger votre application contre les attaques de type CSRF. Vous avez compris? Donc, ça, c'est la solution principale. Donc, faire en sorte qu'un formulaire posté
ne soit accepté que s'il a été produit quelques minutes auparavant par la même application. Et le jeton de validité, le synchronizer token, si vous voulez, en sera la preuve. Donc le jeton de validité donc, doit être transmis souvent en paramètres dans un champ de type hidden caché du formulaire et il est toujours vérifié côté serveur. Alors d'ailleurs, si vous vous rappelez le cours qu'on avait fait sur l'année dernière d'ailleurs, sur Spring Security, quand vous utilisez Spring, généralement quand vous utilisez les frameworks, quand vous développez une application en utilisant un framework, les frameworks savent déjà ce genre d'attaque. Donc quand vous faites l'authentification, ils savent ça. Donc automatiquement, quand vous demandez un formulaire, une page, automatiquement ils ajoutent, mais le formulaire, même si vous n'avez pas créé un champ de type hidden, ils l'ajoutent automatiquement, dans lequel ils mettent ce synchronizer token. Et du coup, donc, les frameworks utilisent cette technique pour protéger votre application contre les attaques de type CSRF. Mais après, il y a les autres préventions. Alors, quelles sont les autres préventions possibles? Bon, alors, éviter d'utiliser les requêtes HTTP GET pour effectuer des actions comme par exemple des modifications, des suppressions, etc. Donc, généralement, quand vous utilisez GET pour supprimer, souvent on l'a fait dans des applications, si vous vous rappelez, c'est assez grave. Parce que quand vous cliquez sur un lien hypertexte, généralement, vous envoyez une requête avec GET, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que vous avez protégé complètement. Parce que je peux bien créer sur un lien hypertexte qui fait appel à du JavaScript, qui envoie une requête avec POST. Donc ça veut dire que même si vous utilisez que des POST dans votre application, ce n'est pas suffisant. Mais ça minimise un petit peu, on va dire, l'expertise de l'attaquant. C'est un peu le... Autre chose, c'est que quand des opérations critiques, la suppression, des choses assez graves, etc., par exemple, effectuer un virement comme il s'agit de l'argent, ou des trucs comme ça, effectuer un retrait ou je ne sais pas quoi, alors demandez des confirmations. C'est très simple. Ça veut dire que si ça a envoyé le lien pour effectuer le virement, vous cliquez sur ce lien-là, vous allez effectuer le virement, mais avant que le virement soit effectué complètement, le site vous affiche, êtes-vous sûr de vouloir effectuer ce virement? Alors s'il y avait ce lien, vous allez dire, heureusement qu'il y a cette confirmation. Parce que ces confirmations-là, généralement, sont toujours utiles. Quand vous voulez supprimer mais attention, ne faites pas des confirmations JavaScript. Parce que les fenêtres JavaScript pour confirmer, ils peuvent être surpassés. Ça veut dire que quand vous voulez faire une confirmation, il faut aller carrément vers une nouvelle page dans laquelle vous vous affichez. Êtes-vous sûr de vouloir... Vous êtes en train d'effectuer cette opération. Est-ce que vous êtes sûr? C'est bon? Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que heureusement que cette histoire-là, heureusement que c'est une blague, c'est-à-dire heureusement que Sana, c'est un collègue de Yassine pour lui dire je viens de te piquer de l'argent, je te le rends. Mais c'est juste une manière de dire que la banque que nous utilisons, c'est assez grave. Bon. Alors, donc, afficher des fenêtres demandant à l'utilisateur de rentrer sans... non, ça c'est autre chose. Alors, donc, vous avez... Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Demander des confirmations, effectuer une vérification du référent. Alors, c'est quoi ce référent-là? Vous vous rappelez tout à l'heure les en-têtes de la requête HTTP. Exactement. Tout à l'heure, parmi les en-têtes, il y a référent. Donc, à chaque fois que je reçois une requête HTTP, il contient l'entête refer. Ça veut dire quoi? Il contient déjà à partir de quelle application, à partir de quelle page, à partir de quel domaine j'ai envoyé cette requête. Et du coup, donc, un autre moyen, c'est de vérifier toujours si cette entête-là, est-ce qu'il contient le nom, si ça représente le domaine de la même application. Ça veut dire que la requête vient du même site. C'est-à-dire que je t'ai donné un formulaire, tu m'as envoyé une autre requête. Ça, c'est une autre manière
c'est une couche en plus. Alors, d'autres possibilités, c'est demander une confirmation de l'ancien mot de passe, parce que parfois, les attaques CSRF, ils peuvent être utilisés carrément pour modifier le mot de passe d'une personne. Je vous envoie le lien, je clique sur le lien pour modifier le mot de passe. Alors que si, par exemple, pour la modification du mot de passe, vous demandez de saisir l'ancien mot de passe, alors là, je ne peux rien. Même avec le lien, je ne peux pas supprimer. Si il demande l'ancien mot de passe, comme je ne connais pas l'ancien mot de passe, donc je ne peux pas le modifier. Souvent, c'est le cas quand vous êtes lié dans un lien vers une page qui demande de changer le mot de passe, on vous demande parfois de saisir l'ancien mot de passe pour être sûr que c'est bien vous et non pas une attaque quelconque. Ou bien, bien sûr, plutôt utiliser des confirmations par email ou bien des SMS, c'est souvent le cas. Alors, quand vous allez changer un mot de passe, je vous envoie un email dans votre boîte, d'accord? Et je vous demande, on va voir tout à l'heure, on génère un token. Vous cliquez, qui expire en 5 minutes par exemple. Si vous cliquez sur ce lien-là, je suis sûr que maintenant vous êtes bien de la bonne personne. Pourquoi? Parce que généralement, votre email, je suppose qu'il vous appartient, à moins que si votre email a été également piraté, parce que ça, c'est encore plus grave. Alors, si l'attaquant vous a piraté votre email, voilà, attention, faites attention. Parce que dans votre email, maintenant, si on veut pirater l'email, quand même parfois, Facebook, quand il veut vous envoyer, ou WhatsApp, je ne sais pas, quand il veut vous envoyer une confirmation, il vous envoie des SMS. C'est encore plus sûr. Pour initialiser le mot de passe. Exactement, pour essayer. Je vous envoie un code, je vous dis, si vous voulez initialiser votre mot de passe, donnez-moi ce code. Je suis sûr que c'est bien vous. Donc vous voyez, c'est des techniques qui peuvent être utilisées, à moins si on a piraté votre téléphone. Alors là, c'est encore... Alors si vous avez perdu votre email, on a piraté votre email, ou bien et votre téléphone, votre téléphone d'ailleurs, si on vous l'a volé, il faut le bloquer rapidement, etc., n'est-ce pas? Si votre carte bancaire vous l'avez perdue, il faut la bloquer assez rapidement, etc., etc. Votre email également, il faut envoyer une requête pour qu'il soit bloqué. Ne négligez rien, parce qu'en 15 minutes, on peut vous utiliser comme attaquant. Alors, il y a aussi d'autres... Exact. Effectuer une vérification, donc ça c'est ce que je viens de dire. Alors, ça c'est tout simplement l'attaque connue par Cross-Site Request Forgery. Il y a un autre type d'attaque qui est très courante, encore plus grave, c'est Cross-Site Scripting. Alors, Cross-Site Scripting, on la note XSS. On la note XSS pour ne pas la noter CSS. Parce que si vous la notez CSS, ça va avoir une confusion avec Cascading Style Sheet, n'est-ce pas? Tant plus en anglais, X, ça veut dire cross. Donc, c'est pour cela qu'on l'a appelé XSS. Donc, alors, c'est quoi Cross-Site Scripting? C'est un type de faille de sécurité également des sites web permettant l'injection du contenu dans une page, provoquant ainsi donc une action sur les navigateurs web visitant cette page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un site qui est vulnérable. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez un site qui est vulnérable, par exemple un blog. Vous savez, un blog, c'est un site dans lequel les gens peuvent saisir ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Vous, si c'est des messages, je poste un blog et vous commentez. Vous allez vers n'importe site d'un journal, vous pouvez toujours écrire des commentaires, n'est-ce pas? Alors, moi, quand je poste par exemple un message, je vais commenter un site. Quand j'écris un message, il est enregistré dans la base de données. Et vous, quand vous consultez le site,
vous allez lire ce message. Ça veut dire que le contenu que je viens de saisir, vous allez le ramener vers votre machine. N'est-ce pas? Ça, c'est normal. Alors maintenant, dans le formulaire où je vais écrire le message, au lieu d'écrire un vrai message, je vais écrire du JavaScript. Je vais écrire script, JavaScript, et après je vais écrire du code JavaScript. Par exemple, parmi le code que je peux écrire, pirater les cookies. Avec JavaScript, je peux accéder aux cookies de votre machine et de les envoyer par mail moi-même. Alors, ce n'est plus la même chose que tout à l'heure. Regardez le site maintenant. Moi, je vais dans le site. Je reviens à l'exemple ici. Moi, je suis un client. Je vais maintenant saisir dans un formulaire de ce site-là, je vais saisir par exemple du script JavaScript qui permet d'accéder aux cookies. Une fois qu'il les trouve, il les envoie par mail pour moi-même. Donc, je vais écrire donc ce script-là, il est envoyé vers l'application et ces données-là. Comme l'application n'a pas été bien codée, c'est-à-dire il y avait cette faille, parce qu'après il faut l'éliminer, n'est-ce pas? C'est-à-dire si l'application ne filtre pas les messages, est-ce qu'il ne contient pas des supérieurs scripts, c'est-à-dire si l'application ne gère pas ce problème-là, pour elle c'est un message comme les autres. Donc qu'est-ce qu'il prend? Il prend ce message-là et l'enregistre dans la base de données. C'est bon? Alors il y a un autre client, il y a un autre navigateur qui arrive vers le même site. Il va afficher les données qui se trouvent dans la base. Et du coup, donc, les données, parmi les données, il y a ce script-là. Il va s'afficher dans la page du client. Et quand il s'affiche, quand on affiche du JavaScript dans la page du client, il s'exécute. Et quand il s'exécute, il fait son travail. Alors, le plus simple, c'est vous écrivez tout simplement, quand vous allez saisir vous créez une simple application avec PHP, parce que généralement, dans PHP, vous n'utilisez pas de framework, etc. Un formulaire, vous saisissez dans le formulaire script, la balise script, alerte, message, /script. Et vous enregistrez ce message dans la base de données. Et après, vous allez vers une page qui permet d'afficher ce message. Quand vous affichez ce message, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une boîte de dialogue qui vous affiche alerte. N'est-ce pas? Alors, c'est juste une manière de vérifier que ça, quand vous faites ça, ça veut dire que votre application, il présente une faille de sécurité qui s'appelle cross-site scripting. Alors, on arrive un petit peu au détail. Alors, c'est quoi? C'est que les attaquants exploitent les sites vulnérables de ce type d'attaque pour saisir dans des formulaires du site des données contenant des scripts, par exemple JavaScript, ça peut être autre chose, VBScript, ça peut être parfois si les navigateurs exécutent des scripts un peu, par exemple, ça peut être des codes de Java, ça peut être des choses un peu plus accentuées. Alors ces scripts sont insérés dans le contenu du site. Souvent, ils vont vers la base de données, ils sont dans le contenu. Une fois que ce contenu est affiché par les autres navigateurs de ce site, alors ces scripts sont exécutés dans la machine du navigateur, provoquant des actions dramatiques pour l'utilisateur de ce site. Ça veut dire que moi, maintenant, j'ai utilisé un site qui présente des failles pour vous attaquer. Vous êtes juste un visiteur, un internaute, vous arrivez vers un site qui est vulnérable. Vers des sites qui sont faits exprès comme ça, c'est parfois vous attaquez, parfois vous volez des choses dans votre machine. Il y a beaucoup de sites comme ça, quand vous accédez à la page, il y a des boîtes de dialogue JavaScript qui s'affichent. Hein? Il y a des trucs un peu bizarres. Alors quand vous arrivez vers un site qui charge du contenu qui contient du JavaScript, alors ce code JavaScript, il peut faire des choses. Hein? Alors parmi les choses qu'il peut faire, comme je disais, donc on peut modifier, ajouter des clés dans la base des registres. Dans la base des registres de votre machine, par exemple, si vous travaillez avec Windows, on peut accéder à des clés. Comme ça, on peut contrôler votre machine par la suite, tranquillement.
afficher une fenêtre demandant, ça c'est encore plus grave, avec ce script, j'affiche à l'utilisateur une fenêtre JavaScript qui permet de demander à l'utilisateur de saisir son login et son mot de passe. Vous accédez à un site, vous avez saisir votre login et mot de passe. Alors, pour un utilisateur qui ne sait pas, il va saisir son username et son mot de passe. Hop. Donc, on a volé votre mot de passe. On peut voler les cookies non sécurisés. Ça, c'est important. Non sécurisés. Ça veut dire que même les cookies, quand vous les utilisez, il y a un moyen de sécuriser les cookies. Il faut le savoir. On va le voir tout à l'heure. Exécuter des commandes système, ça c'est encore plus grave, rediriger vers un autre site, c'est ce que nous appelons l'hameçonnage ou le phishing. Le phishing, c'est que parfois vous accédez à un site, on vous redirige vers un autre site qui a la même forme. Vous tapez www.sociétégénérale.com, n'est-ce pas? Et après, vous êtes redirigé vers un site sociétégénérale.com, sauf que l'autre, c'est avec un E. L'autre sans E et l'autre avec E. C'est-à-dire, il y a un petit caractère qui est ajouté. Pour vous, parfois vous lisez, c'est bien, c'est Yahoo. Mais en réalité, quand vous regardez, il y a toujours un petit caractère qui est différent. Et du coup, vous êtes dans un site qui a la même structure, qui a le même design, et qui vous demande de faire des choses, de saisir votre mot de passe ou des trucs comme ça. Et quand vous saisissez des données, on va voler ces informations. Alors cette opération s'appelle des sites de phishing, l'hameçonnage. Alors donc le cross-site scripting, donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est XSS pour ne pas confondre avec CSS. Alors maintenant, un site qui est vulnérable avec ce type d'attaque, quelles sont les recommandations qu'il faut utiliser pour éviter d'avoir ce genre d'attaque? Alors parmi les recommandations, d'abord, il y a des recommandations sur le serveur. D'abord, c'est le site. Quand vous développez un site, il faut savoir protéger le site contre ce genre d'attaque. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus le site lui-même qui est la victime, c'est les navigateurs qui sont la victime. C'est-à-dire les visiteurs de votre site. Comment protéger les visiteurs de votre site pour qu'on ne leur vole pas des informations, pour qu'on n'attaque pas leur machine? C'est ça, cross-site scripting. Alors maintenant, quand vous développez un site, il faut penser à des solutions. Alors côté serveur, c'est-à-dire dans l'application que vous développez, donc la vulnérabilité est fondamentalement, bien sûr, l'acceptation sans vérification des données fournies. Bon, ça c'est clair. C'est que dans votre application, quand vous recevez des données, il y a une requête HTTP qui contient des données. Alors, quand vous recevez une donnée, il faut vérifier si cette donnée ne contient pas des caractères comme inférieur, comme supérieur, comme script. Parce que quand vous avez des contenus qui contiennent le mot script ou bien inférieur, supérieur ou d'autres choses, il ne faut pas l'accepter. Donc, ça signifie que ça, c'est un script. Il ne faut pas l'accepter de le mettre dans le contenu, sinon il va endommager donc, le contenu en fait, il va endommager les visiteurs. Donc, il faut vérifier généralement des caractères comme inférieur, supérieur, slash, script, etc. Donc, alors, quand vous utilisez les frameworks, ils le savent. Les frameworks, généralement, ils connaissent. Quand vous utilisez Spring, par exemple, MVC, ou vous utilisez ça, si vous tentez de saisir des données comme ça, ils ne l'acceptent pas. Les frameworks sont déjà programmés qu'une fois qu'il y a une requête qui arrive, ils font ce travail. Donc, même si le développeur n'est pas conscient, le framework au moins il filtre un peu ce contenu. Alors ça c'est le premier en fait réflexe, c'est ça, le principal. Deuxième réflexe, maintenant c'est pour protéger les cookies. Quand vous enregistrez les cookies, vous êtes dans une application, vous générez un cookies pour l'utilisateur. Si l'utilisateur va vers un autre site qui présente ce type d'attaque, cross-site scripting, votre site, il est bon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de faille de sécurité. Mais il y a un autre site quelque part qui présente cette faille.
Donc, quand l'utilisateur accède à l'autre site, il y a un script qui va s'exécuter chez lui, qui va lui permettre, qui contient du JavaScript, qui va lui permettre de voler les cookies. Alors maintenant, comment empêcher JavaScript à lire les cookies? Alors, il y a un moyen. Lequel? C'est que quand vous enregistrez les cookies, vous ajoutez l'option HTTP only. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un cookie comme tout à l'heure, c'est un petit détail très intéressant. Vous voyez ici, cookie, 7 cookies. Alors, quand le serveur envoie 7 cookies, session ID égale à 12, point virgule, vous ajoutez ici HTTP only. Si vous ajoutez HTTP only, ça veut dire quoi? Vous indiquez au navigateur, ce cookie-là, tu le stockes, mais il est interdit au code JavaScript de lire le contenu de ce cookie. Ça veut dire que ce cookie, il ne peut être envoyé que via une requête HTTP. Si tu envoies une requête HTTP, tu me l'envoies. Mais s'il y a des scripts du JavaScript, si vous tentez avec JavaScript de lire des cookies qui sont en mode HTTP only, vous n'avez pas le droit. Bon, les navigateurs savent très bien ça, donc il suffit de leur dire ce cookie c'est HTTP only. C'est bon? Alors, autre chose, c'est qu'il y a le mode HTTP only, mais également il y a le mode secure. Alors, moi, ça c'est le mode secure. Ici, donc, ça ne concerne pas l'attaque XSS. Donc, ça, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça. Alors, il y a également donc, le transcodage des caractères. Alors, généralement, quand vous allez récupérer des contenus qui contiennent des inférieurs, supérieurs, etc., il faut faire ce qu'on appelle le transcodage. Transcodage, ça veut dire, par exemple, un signe inférieur, il est transformé en end lt point virgule. Même si vous voulez, par exemple, permettre à l'utilisateur, si vous acceptez les caractères inférieurs, supérieurs, etc., si vous les acceptez, si vous voulez bien les stocker dans la base de données, alors ces caractères-là, il faudrait les transformer en caractères spéciaux. Et dans ce cas-là, vous les mettez dans le contenu, mais même s'ils sont affichés côté client, ils ne seront pas exécutés en tant que script. Ils vont être vus en tant que contenu. Il y a également, côté serveur, surveiller les journaux. Le log, quand vous loguez dans une application, dans les fichiers journaux, vous pouvez consulter si par exemple dans les logs, est-ce qu'il n'y a pas des tentatives d'attaque de ce type. Journaliser, ça peut toujours à un moment donné, parce que parfois pour déclencher une attaque, parfois les attaquants, ils essayent la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, parce que vous allez voir que pour y arriver à la faille, ils essaient plusieurs fois pour dire voilà, il y a une faille ici. Il dit que donc si vous journalisez toutes les actions des navigateurs, souvent vous pouvez à un moment donné dire que à partir de telle adresse IP, il y a une tentative d'attaque. Alors autre chose, c'est personnaliser les messages des exceptions. Ça c'est vraiment un petit détail important. Ça veut dire quoi? Bêtement, parfois, ce qu'on fait, c'est que, regardez, vous avez saisi votre username et votre mot de passe. Vous êtes sur un site quelconque, dans lequel je vais venir. Je n'ai pas de mot de passe. Je vais taper n'importe quel username, n'importe quel mot de passe. Je clique sur OK. Et après, il y a un message. Il y a un message qui s'affiche pour moi, un message d'erreur. Alors, si ce message d'erreur contient une page, par exemple, qui vous dit le username tel que vous avez saisi n'existe pas. Que signifie ça? Ça signifie que si j'écris un script à la place de username, s'il n'est pas contrôlé, qu'est-ce que je reçois comme réponse? Je reçois le même script que j'ai envoyé, n'est-ce pas? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire du script et après je vais afficher
je peux exécuter, c'est-à-dire, je peux dire que le contenu qui est envoyé par le client, il s'affiche après. Il dit que donc ce contenu-là, je vais l'utiliser comme source pour insérer du contenu JavaScript. Alors ça, c'est dire tout simplement que souvent, quand vous générez les exceptions, quand vous générez les messages d'exception, dans le message d'exception, ne mettez jamais ce qui est saisi par l'utilisateur. Parce que ça, c'est une bonne indication. Les messages d'exception, c'est une bonne indication pour les attaquants pour commencer à décortiquer les failles. Alors parfois, l'injection SQL et plein de choses, ils tapent n'importe quoi, il y a l'exception qui s'affiche. Oui, donc SQL, error, etc. J'ai déjà une idée. Ah, ça, je peux taper ça, etc. Donc, donc ça peut déclencher pas mal de choses. Donc ici, il faut savoir écrire les messages d'erreur. Alors, ça c'est les recommandations côté quoi? Serveur. L'application elle-même. Quand vous développez une application, si vous voulez pas qu'elle soit à l'origine des attaques XSS, vous faites ça. Mais côté client, maintenant vous êtes un client, vous utilisez beaucoup de sites, quelles sont les parades, soi-disant, les recommandations à respecter? Premièrement, l'utilisateur, en fait, il ne peut corriger cette vulnérabilité sur les serveurs parce que lui, c'est juste un navigateur. Mais par contre, il est recommandé à l'internaute de regarder bien les URL. Quand vous êtes sur un site, vous lisez bien l'URL, surtout quand vous êtes en train d'effectuer une opération comme un paiement ou comme par exemple modification d'un mot de passe, etc. Jetez un codé sur l'URL, être sûr que vous êtes bien sur le bon site. Le nom de domaine, c'est important. Parce que de toute façon, on ne peut pas avoir de noms de domaine qui sont les mêmes. N'est-ce pas? Parfois, il y a un petit E ou là, un petit A qui s'ajoute ou là, un petit S. C'est des petits détails auxquels vous allez faire attention. Ne pas cliquer sur les liens provenant de sources inconnues, non sûres. Alors quand vous avez un message qui vous arrive via WhatsApp ou là, avec des liens, cliquez ici. C'est vraiment, vous n'êtes pas sûr du lien ou via email, ne cliquez pas. Alors utilisez son ordinateur. Alors ça peut limiter quand vous naviguez sur Internet. Vous savez, parfois, l'une des erreurs que vous commettez souvent, quand vous lancez votre machine, vous l'ouvrez en tant qu'administrateur toujours. N'est-ce pas? En tant qu'admin. Ça veut dire que vous avez le droit de faire tout dans votre machine. Et le problème quand vous naviguez sur Internet, s'il y a une attaque de type XSS, avec le script, il a le droit lui-même d'écrire sur la base des registres. Pourquoi? Parce que vous êtes administrateur. Mais imaginez que vous naviguez sur Internet en utilisant un compte qui n'a aucun droit. Il a juste le droit de naviguer. Donc même s'il y a une attaque de type XSS, il ne pourra pas altérer votre machine. C'est un peu ça. Visualisez donc, parfois quand vous avez un email qui contient des images et des liens, essayez de visualiser le contenu en texte brut. Quand vous avez un lien, vous affichez le texte brut. Quand vous affichez le texte brut, vous allez voir ahref, etc. Vous voyez s'il y a un input de type hidden. Vous voyez le code HTML. Donc ça veut dire s'il contient des choses mal intentionnées, vous pouvez les voir. Donc dans vos emails, vous pouvez toujours faire des choses comme ça. C'est bon? Alors ça c'est quelques recommandations. De toute façon, je viens de vous rappeler HTTP. J'ai en quelque sorte passé dans l'authentification basée sur les cookies. Il y a en fait des attaques qui sont connues, il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous décrire tous les types d'attaques, mais en tout cas parmi les plus connus c'est cross-site scripting, cross-site request forgery. Vous y ajoutez encore l'injection SQL, vous ajoutez donc il y a beaucoup de types d'attaques. De toute façon, il y a je ne sais pas si je suis connecté, non. Je vais vous le montrer après. Alors, si vous voulez, donc, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tous les types d'attaques. Mais il y a un référentiel des attaques. Il y a un site dans lequel vous pouvez trouver, qui s'appelle WASP, dans lequel
la liste, parce qu'en fait, c'est un organisme qui publie chaque, je crois, 3 ans, les 10 attaques les plus, les plus fréquentes. Parce qu'en fait, les types d'attaques, normalement, il y en a beaucoup. Il y a parfois même jusqu'à une centaine, n'est-ce pas? Mais après, ils sont classés. Donc, c'est-à-dire les 10 types d'attaques les plus remarqués dans les sites, ils sont publiés. Donc, chaque type d'attaque, voilà ce que ça veut dire. Voilà les différentes techniques pour créer des parades, etc. Donc, tout cela, donc, ça nécessite de voir ça. Donc, vous me rappelez, comme ça, je vais vous montrer un petit peu un document dans lequel vous allez trouver tout ça. De toute façon, j'ai même un document, un support de cours dans lequel vous allez trouver tous ces trucs-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de parler de tous ces types d'attaques. Alors, je suis en train de parler de l'authentification basée sur les sessions et les cookies, n'est-ce pas? Alors maintenant, avec les sessions cookies, on sait déjà qu'il y a des failles, on a des solutions. Les sites, ils ont fonctionné comme ça. Alors maintenant, quels sont les autres problèmes que vous devrez régler si vous travaillez avec les sessions? Le premier problème, c'est le problème de montée en charge. Vous avez un site, vous avez créé un site qui est basé sur les sessions, n'est-ce pas? Mais après, à un moment donné, vous avez des succès. Votre site, il est très intéressant, il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de visiteurs. Donc, ça veut dire qu'il y a la charge, n'est-ce pas? Et quand il y a la charge, le seul moyen qui permet donc de soulager votre serveur, si vous avez un seul serveur, c'est tout simplement de créer plusieurs serveurs. C'est-à-dire votre site, vous allez le déployer dans plusieurs serveurs. Et quand vous avez votre site dans plusieurs serveurs, vous allez penser à mettre en place ce qu'on appelle un load balancer, un proxy, enfin un load balancer. En fait, le load balancer, c'est quoi? C'est un serveur web. C'est quoi son rôle? Qui est bien configuré. Quand il y a une requête qui arrive du client, cette requête elle est envoyée vers une instance de l'application qui va vous répondre. S'il y a une autre requête, il ne va pas être envoyé vers le même serveur, il va l'envoyer vers un autre serveur. Donc, c'est-à-dire si vous avez 5000 requêtes par seconde, au lieu d'avoir les 5000 requêtes sur un serveur, on va les diviser par 4 ou bien par 5. En fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on soulage l'application, c'est comme ça qu'on règle le problème de montée en charge. Alors, le problème, il est où? Le problème, c'est que quand vous avez un load balancer et que votre application il est basé sur l'authentification basée sur les sessions. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous envoyez une requête d'authentification, quand vous allez vous authentifier, vous allez saisir votre username et votre mot de passe. Et c'est qui va vous authentifier? C'est ce serveur. Et quand il vous authentifie, il va noter que votre session ID égale à 11. Ça veut dire que c'est ce client-là que vous voyez ici, il est authentifié par ce serveur. Donc ce serveur, il va enregistrer ce numéro de session. Ce client-là, il est authentifié par ce serveur. C'est-à-dire que chaque client, au début, il est authentifié par l'une des instances. Il dit que donc le numéro de session, il est enregistré dans l'instance qu'il a authentifiée. Maintenant, j'envoie une deuxième requête. Si par exemple, ce client-là, il est authentifié. Si j'envoie une requête, par exemple, une requête, si cette requête, il est envoyée vers ce serveur-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il va vérifier ici le cookie session ID est égal à 11, donc là il vous fait le traitement, il vous rend le résultat. Mais supposons que la prochaine requête que vous envoyez, le load balancer, il va l'envoyer vers cette instance. Qu'est-ce qui va se passer? Vous envoyez la requête, vous êtes déjà authentifié, vous cliquez sur un lien, il vous dit il faut saisir votre username et votre mot de passe. Pourquoi? Parce que vous êtes tombé sur une instance qui ne vous connaît pas en quelque sorte. Les sessions, c'est de la RAM, comme c'est des serveurs distribués. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un petit souci, n'est-ce pas? Si vous ne faites rien, c'est que votre système d'authentification va échouer. C'est bon? C'est quoi la solution? Alors, la solution pour gérer ce problème, l'une des solutions qui n'est pas forcément à ne pas faire, si vous voulez, pas bonne, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un cache mémoire partagé pour les sessions. C'est-à-dire, c'est comme si vous créez carrément un serveur, lui qui va se charger d'enregistrer les sessions. Comment? C'est que quand un utilisateur demande de s'authentifier, quand le serveur authentifie l'utilisateur, il enregistre le numéro de la session dans le cache partagé, un cache mémoire partagé.
Ça veut dire que tous les serveurs ici que vous voyez là, ils utilisent un même cache mémoire partagé. Et du coup, le problème il est réglé. Autrement dit, s'il y a une requête qui est envoyée vers celui-là, il va me répondre. S'il est envoyé vers là, il va me répondre. Pourquoi? Parce que toutes les instances utilisent le même cache mémoire partagé. Et du coup, donc, le numéro de la session, on peut savoir si vous êtes déjà identifié ou pas. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous avez créé ce qu'on appelle un spoof. Single point of failure. C'est-à-dire, si ce serveur tombe en panne, c'est-à-dire, si ce point-là tombe en panne, eh bien, tout simplement, toutes les sessions des utilisateurs sont perdues. C'est grave. Surtout quand vous êtes dans un site de e-commerce électronique. Ça, vous le savez. Dans un site de commerce électronique, quand je suis, par exemple, là, je commence à acheter des produits, etc., je fais des choses, ça veut dire que dans la session, je commence à enregistrer mes produits, n'est-ce pas? Et si ça tombe en panne, ça veut dire vous avez perdu, vos paniers, ils sont perdus parce que le panier, il est stocké dans la session de l'utilisateur, n'est-ce pas? Alors, si il enregistre que le session ID, c'est-à-dire l'authentification, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque requête, on va leur demander de se authentifier. C'est bon? Alors, c'est quoi la solution? Ben, tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle un cache distribué. Alors, c'est quoi un cache distribué? Donc, il existe bien des middleware, il existe des solutions qui permettent de créer des caches distribués. Par exemple, Hazelcast, par exemple, si vous travaillez avec Java, vous pouvez créer ce qu'on appelle, vous pouvez créer un cache distribué. Ça veut dire quoi? En fait, un cache distribué, c'est un cache dans lequel, par exemple, le serveur 1, quand il va authentifier, par exemple, l'utilisateur 1, il va enregistrer le numéro de session dans cette machine, mais en même temps, il va s'enregistrer dans toutes les sessions, en fait, il va s'enregistrer chez tous les serveurs. Si par exemple celui-là va authentifier un deuxième utilisateur 12, automatiquement il s'enregistre dans toutes les sessions. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un nouveau utilisateur qui est authentifié, toutes les instances sont au courant que cette session-là, et du coup donc on duplique. C'est-à-dire les sessions, elle est dupliquée dans tous les serveurs. Bon, il y a des solutions qui sont utilisées, qui marchent très bien. Avec ce système de cache distribué, ça résout le problème. L'avantage, c'est quoi? C'est que le load balancer, maintenant, il peut travailler d'une manière normale, n'est-ce pas? Si une requête est envoyée vers ce serveur, il vous répond, parce qu'il connaît votre session. Si c'est celle-là qui vous répond, plutôt qui est chargé de traiter votre requête, il vous répond. Pourquoi? Parce qu'il connaît également votre session. C'est bon? L'avantage encore, s'il y a une instance qui tombe en panne. C'est pas grave. Parce que si cette instance tombe en panne, il y a les autres qui vont vous répondre. Et du coup, donc, le système de cache distribué, ça résout le problème. Alors, il y a une autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un sticky session. Si vous voulez, c'est une sorte de gestionnaire de session intelligent. Ça veut dire quoi? On va essayer de configurer le load balancer de façon à ce que moi, je suis le client. Quand je suis authentifié par le serveur 1, je vais enregistrer quelque part ici comme quoi ce client-là, il est enregistré, il est authentifié par l'instance 1. N'est-ce pas? Ça veut dire que toutes les requêtes qui me viennent de ce client-là, je vais les envoyer vers ce serveur. Et dans ce cas-là, c'est comme si je dis, c'est-à-dire ce serveur-là, et il va se charger des clients qui sont authentifiés ici. Et dans ce cas-là, le load balancer doit configurer ce qu'on appelle sticky session. L'autre instance, toutes les requêtes qui viennent de là, ils vont ici. Toutes les requêtes qui vont de là, ils vont là. Toutes les requêtes qui viennent du client 4, ils vont vers l'autre serveur. Alors là, également avec sticky session, on règle le problème, mais on ne règle pas l'autre problème qui est tolérance aux pannes. C'est grave. Pourquoi? Parce que s'il y a un serveur qui tombe en panne, la session de l'utilisateur, elle craque. Alors maintenant, l'autre solution que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser les deux.
C'est-à-dire vous utilisez un cache distribué plus un sticky session, les deux. Double sécurité si vous voulez. Après, est-ce que c'est nécessaire? Généralement, c'est pas nécessaire. Alors vous avez session, un cache distribué. Ça veut dire que même s'il y a une instance qui tombe en panne, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, vous avez un système de sticky session qui fait que toutes les requêtes vont être envoyées vers cette instance. Et comme vous voyez, quand même, avec la gestion de l'authentification basée sur les sessions, mettre en place une solution correcte avec toutes les failles que ça présente, il faut avoir beaucoup de connaissances et il faut avoir des solutions pour les résoudre. Alors maintenant, on arrive à la deuxième partie qui est ce qui nous intéresse, c'est la partie JSON Web Token. Bon, ça, je crois qu'il faut qu'on fasse une pause avant de faire la suite. Donc ça c'est les sessions. Donc l'idée principale c'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple? L'idée c'est quoi? C'est de gérer la session côté client. Les sessions on va les supprimer carrément. Il y a un moyen qui permet de gérer la session côté client. C'est ce qu'on va voir. Et après par la suite on va chercher un moyen qui permet au serveur de faire confiance au client en utilisant une sorte de signature électronique, etc. Sans avoir besoin de stocker les sessions côté serveur. C'est-à-dire avec la solution de JSON Web Token, quand on a des API REST, quand on a des applications basées sur les microservices, si vous utilisez le système basé sur les sessions, c'est catastrophique. Et du coup, donc, il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples. Parmi ces solutions-là, il y a JSON Web Token. Alors, je vais revenir tout à l'heure pour vous présenter ça. Donc, on va terminer le cours aujourd'hui et demain, on va commencer l'application. En utilisant Spring Security pour voir comment créer une API REST et comment faire l'authentification basée sur JSON Web Token, ce qui va vous permettre de compléter votre projet, parce que dans votre projet, vous en aurez besoin.